Ladies and gentlemen. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. On y est. Eh bien, salut à tous et bienvenue dans ce hors-série Les drogués de l'excès. J'accueille, pour parler de ça, des drogués du cinéma. C'est ça, voilà. Tu t'es bien rattrapé. J'essaye. Donc, c'est Querelle. Bienvenue, Querelle. Eh bien, salut merci Rodolphe. de ton accueil. Salut Rodolphe. Merci de ton invitation. On est là, oui, effectivement, pour parler des drogues de l'excès, parce qu'on est très connaisseurs, très coutumiers de ça, parce qu'on n'en a jamais pris. Ouf. Donc, du coup, on va découvrir ce soir comment c'est utilisé au cinéma. Ce film, quand même, a dû te faire un peu découvrir ce que c'était. Oui, bien sûr, bien sûr. Le film mystère, on ne dévoile pas encore ce qu'on a choisi. Donc, avant de parler du film, on va... Non, juste, on a découvert peut-être des choses, mais je pense qu'on a aussi côtoyé des gens qui ont pu aller dans ces excès. Ça, on a toujours un ami qui va dans les excès. Oui, c'est des amis d'amis, hein, c'est pas nous. Bah oui, non, mais... Okay. Donc, Querelle, moi, ce que j'ai vu, c'est que ça fait 5 mois à peu près que vous êtes sur YouTube. Ouais, 4 mois et demi, allez. Ah, okay. Ouais. Donc, vous êtes spécialisé dans le cinéma, dans des analyses un peu de thématiques, des lives, beaucoup de lives sur des thématiques cinéma, des quiz. Et là, depuis peu, vous faites des midis live où vous parlez de l'actualité cinéma et tout ça. C'est ça, on a profité du reconfinement. On s'est dit que beaucoup de gens seraient à la maison le midi. On s'est dit, tiens, on va faire une quotidienne de news, 3 news par jour, et puis une petite recommandation et une BO fictive. On aime bien faire ça aussi, inventer des films et du coup trouver leur BO. Et de quotidienne, on est passé à 3 par semaine, là. Et voilà, donc c'est notre rythme de croisière et ça nous laisse le temps de faire les autres vidéos dont tu parles, les rétro-ciné, les quiz, les tops, etc., etc. Les interviews qui comptent pas mal sur la chaîne aussi. Ok. Moi, j'aime bien noter un peu les hauts faits, enfin ce que je note en fait par rapport à une chaîne. Et donc déjà vous, si j'ai bien compris, à la base, vous n'êtes pas du tout une chaîne YouTube. Vous venez de la critique un peu papier. Enfin... Non, on n'est pas du tout une chaîne YouTube. On est 2 gars. Au début, on était 3 et effectivement, on vient du papier, mais il y a une vingtaine d'années, en fait, on s'était rencontrés à la fac avec TN. Est-ce que tu veux raconter un peu cette rencontre? On était à la fac de Nanterre cinéma, on partageait les cours, les réflexions sur les films et développer la revue Querelle, ça a été un moyen d'aller un petit peu au-delà de ce que proposaient les cours. Donc on a contacté les attachés de presse, on allait voir tous les films en projection de presse et on publiait chaque mois un petit fanzine du 20-24 pages. Ça existe 24 pages, oui, 20-24 pages, et on critiquait tous les films qui sortaient, en tout cas tous ceux qu'on arrivait à voir, et on distribuait aux élèves de la fac, dans certains cinémas à Paris, chez Album, et à la Cinémathèque, à la Cinémathèque, bien sûr. Vous avez cette faculté de quand même pas être que dans on va dire l'information classique, quoi. Vous allez quand même dans des thématiques assez pointues, quoi. J'ai envie de dire, notre modèle, c'est Jean-Claude Van Damme, le grand écart facial. Oui, on essaye de... mais c'était déjà le cas avec quand il y avait Samir dans la rédaction, c'était une volonté vraiment d'aller toucher à tout et de ne pas laisser un sujet de côté, ni du côté, par exemple, Marvel, ni du côté cinéma taïwanais ou maghrébin ou africain. Ou, voilà, on essaye d'aller voir un peu partout. Du coup, on va faire un petit rappel de la thématique, donc les entretiens 7e art récréatif, là où vous êtes.
c'est des entretiens dans lesquels on parle de cinéma, mais on parle aussi de drogue. Donc, c'est en général des films qui vont allier les deux avec soit de la consommation, soit du deal, tout un tas de sujets qui sont en tout cas liés à la drogue. Et donc aujourd'hui, vous avez choisi un film qui parle de drogue. Je vous laisse l'annoncer. Je ne sais pas qui va le faire. Mais... TN. Eh ben, on a choisi de parler d'un film qui nous a rassurés, en tout cas remis en amour, comme diraient les Québécois, avec un de nos réalisateurs préférés. C'est Le Loup de Wall Street, avec Leonardo DiCaprio, et qui est, à mon sens, mais je crois que Ed Wood est assez d'accord, le renouveau vraiment de Scorsese. Et c'est un film d'un vieil homme maintenant qui fait des films de jeunes. Oui, en tout cas sur celui-là, il y a eu vraiment un renouvellement. Alors on va voir par la suite que c'est pas forcément entièrement de son fait, parce qu'il y a quand même... j'ai l'impression qu'il vampirise un peu la jeunesse de DiCaprio, et que DiCaprio vampirise un peu l'aura de Scorsese, parce qu'ils sont tous les deux à la production. Donc il y a quand même un petit combat des chefs. Mais oui, c'est hallucinant de voir un film d'une telle verdeur, d'une telle jeunesse, d'une telle vitalité. C'est 3 heures de tourbillon, 3 heures où on ressort essoré, épuisé, et sans avoir senti passer les 3 heures. Donc c'est vraiment un film. Je n'y croyais pas quand le film s'est terminé. Je l'ai revu cet après-midi pour me rafraîchir un peu la mémoire. J'étais mais 3 heures. Non, il est plutôt sur un rythme soutenu, hyper efficace et toujours intéressant. Ouais, donc il est sorti en 2013 et déjà. Donc, comme vous l'avez dit, c'est Scorsese, et Scorsese, c'est bon, pour moi un génie vraiment. Il y a des films où je suis vraiment un fan incontesté. Enfin, je pense aux Affranchis, à Casino. Enfin, vous parlez d'un renouveau. Après, je trouve que dans Irishman, finalement, il va retourner dans ce qu'il faisait avant. Donc, dans ce film-là, c'est un film un peu à part, même si moi, je vous dirais que finalement, c'est une ascension et une chute, et c'est un truc qu'il adore montrer, hein. Et là on le vit vraiment, quoi. C'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui va connaître la richesse pour ensuite après connaître la chute, mais un renouveau. Je voudrais bien vous écouter un peu là-dessus, quoi. C'est-à-dire que je sais pas si on est d'accord tous les deux là-dessus. Moi, je fais partie de ceux qui, en tout cas, ont vraiment aimé aussi The Irishman et qui attendent le nouveau dont le tournage, je crois, a commencé ces jours-ci. C'est quoi? C'est Moonflower ou Flower of the Moon ou quelque chose comme ça. Avec Léo. Alors, certes, la réalisation de The Irishman repart sur les canons un petit peu anciens, mais après, je crois qu'il adapte sa mise en scène à ses récits et que le récit de The Irishman correspond plus à ce qu'il a pu faire à l'époque des Affranchis ou de Casino, notamment. Donc, ça ne m'a pas choqué, pas dérangé. Il s'est peut-être mis un peu trop de boulot avec la technologie et le rajeunissement de ses acteurs, qui a créé des soucis parce qu'ils sont rajeunis visuellement déjà, bon, on peut en parler, et puis ils ont toujours du mal à se lever des canapés, quoi, quand ils sont assis. Mais ça ne m'a pas gêné pour le film, et je trouve que quand on parle de rajeunissement, de renouveau, par exemple, il a toujours fait beaucoup de voix off dans ses films. Je pense à Casino ou Affranchis qui viennent tout de suite à l'esprit, mais là, dans Le Loup de Wall Street, il continue à créer, c'est-à-dire qu'il y a des voix off, et puis tout d'un coup, les personnages s'adressent directement au spectateur, à la caméra, et ça change complètement le sentiment qu'on a autour du récit, où on est impliqué dedans, on est beaucoup plus proche des personnages,
alors qu'on a pourtant beaucoup de raisons de les haïr, en tout cas de pas les porter très haut dans notre estime. Et je trouve ce procédé vachement intéressant. Et après, bon, tout ce qui a été fait autour des fêtes, etc., on en a vu des fêtes tourner au cinéma, où les gens partent en couille et font n'importe quoi. Mais là, il amène les choses à un autre niveau, quoi. C'est complètement fou. Ça fait partie du film. C'est d'ailleurs pas ce que je préfère dans le film, mais c'est assez effarant. Et puis, prendre un comédien comme Jonah Hill, et finalement, je pense que ça restera son meilleur film. Je sais pas s'il en fera peut-être des meilleurs ensuite, mais voilà, réussir à... J'ai une anecdote là-dessus sur Jonah Hill, c'est que apparemment il aurait accepté de faire le rôle pour $60,000. Là où Léo en a touché 2 millions. 10 millions, je crois même. À 10 millions. Ouais. Enfin, Mais Léo, 10 millions, c'est déjà en dessous de sa paye habituelle. Hein. ouais, probablement. Mais lui, en tout cas, a accepté $60,000. Et pour moi, c'est clairement son meilleur rôle. Hein. Il y a pas... I have a personal message for Mr. Scorsese. If I want to be in the next movie you make, I can do it for $59,000. Le film dont tu ne connais pas le titre, là C'est pas The Killers of the Flower Moon. Je ne corrigerai pas le scénario, je ne ferai rien, je ferai ce qu'on me demande sur le plateau. Alors, sur la jeunesse du film, alors toi, tu parles des adresses caméra. Bon, c'est quand même vieux comme le monde, au moins vieux comme la Nouvelle Vague. Oui, mais c'est bien fait. Oui, mais c'est pas ça qui rend le film nouveau ou un rajeunissement. Je trouve que le rajeunissement, il est dans cet appétit qu'il a de filmer et de filmer des personnages plus jeunes qu'à l'accoutumée, je trouve. Ouais. Il y a de l'érotisme alors qu'il n'y en a pas d'habitude chez Scorsese, il y en a beaucoup moins que ça. Il y a plein de choses comme ça. Et l'adresse caméra, moi, je trouve qu'elle est effectivement bien employée parce que c'est pas n'importe qui, c'est le personnage incarné par Leonardo DiCaprio qui en abuse dans le film et qui montre un cynisme total jusqu'à nier le fait que la convention du film, quoi. Il nous montre lui-même qu'il est dans un film et qu'il sait, qu'il est conscient qu'il y a un public qui le regarde. Donc il y a vraiment, c'est le cynisme porté au plus haut point, je trouve. Et c'est ce qui rattrape le point de vue de Scorsese. Tout le long, on ne sait pas s'il adhère à cette vulgarité, si il encense la chose, est-ce une hagiographie ou quelque chose de foncièrement critique. Il n'est pas franc sur ça, mais il y a plein de détails dans le film qui montrent quand même son point de vue. Alors, je voudrais revenir sur une chose. Évidemment, l'adresse caméra, non, c'est pas nouveau. En revanche, c'est une façon pour Scorsese de changer son style, en tout cas d'y apporter une touche nouvelle et, comme tu dis, de positionner son personnage par rapport à la conscience qu'il a d'être dans une folie, enfin en tout cas dans un film. Il y a aussi cette conscience de Scorsese qu'il est peut-être à son apogée à ce moment-là. Et souvent, on décrit ces personnages comme des ampoules qui vont péter, en fait. Quand une ampoule va péter, le filament brille plus. Et après, ça pète. Et là, c'est pareil. Le film, il brille comme un miroir de bordel, comme on dirait dans Mon nom et personne. C'est hyper clinquant. Et c'est ça aussi qui donne cet aspect juvénile au film, je trouve. Entre le fait qu'ils prennent des acteurs plus jeunes, qu'il y ait plus de femmes, plus de sexualité, et je pense que quand même, il y a, par rapport à sa réalisation habituelle, il va sur quelque chose quand même qui est un peu plus fou, parce que le film est un peu fou, donc il se permet des choses qui ferait peut-être moins en général dans des films plus terre-à-terre, quoi. Tout ça fait que moi, franchement, quand je vois le film, au premier abord, je me dis pas que c'est du Scorsese. Enfin, Ah si, quand même. Ah ouais? Ok. Alors déjà, je trouve que c'est la phase B des Affranchis. C'est à peu près la même structure que des Affranchis. Le personnage, il finit à peu près pareil que Ray Liotta dans Les Affranchis.
en dénonçant les amis, avec une rédemption. Mais sauf que, oui, il y a une coda. C'est que dans Les Affranchis, il se retrouve sur l'enfer sur Terre, c'est-à-dire un lotissement, une maison. Il se retrouve dans la vie réelle. Ouais. Et la coda de Wall Street, en fait, il transforme encore son expérience en argent. Il arrive jusqu'au bout à transformer tout en argent. Dans la juvénilité, il ne faut pas oublier qu'il est en duo avec aussi une mamie, c'est Thelma Schoonmaker. Et le montage, je trouve que le montage dans ce film apporte aussi énormément de vitalité. Ces alternances de plans stroboscopiques, voilà, il y a plein de plans qui se succèdent dans la scène de l'avion. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait le plan sur la ceinture qui se ferme. Il n'avait pas le plan et il a pris le plan de quelqu'un qui avait filmé ça à l'iPhone dans un avion. Il y a tout ça, mais tout ça est bien enveloppé et en alternance avec des scènes très posées. La scène, une des scènes du début où c'est un simple chant contre chant où le mentor apprend à Leonardo DiCaprio les ficelles du métier en quelques mots et puis il fait le truc indien. Et des scènes, la scène de la voiture, je pense qu'on en reparlera après quand on sera dans le vif du sujet. Mais voilà, il y a vraiment des alternances de calme, de frénésie et qui font que on voit pas les 3 heures passer, c'est sûr. Non, c'est vrai. Et là, je veux revenir sur le montage. C'est un montage pour un film comme ça. En fait, il y a très peu de plans par rapport à plein d'autres réalisateurs. Et le rythme, il est parce que bon, il y a la mise en scène effectivement, et chaque cut est bien foutu. Et à l'arrivée, il y a pas, c'est cut, mais c'est pas rapide. C'est-à-dire que c'est vraiment dans le rythme que on nous amène d'un plan à l'autre et qu'à chaque fois il se passe quelque chose. Il y a aucun moment où on se dit, il y a pas de scène où on regarde sa montre, ça n'arrive pas quoi. Le film est entier, est complet et le rythme. C'est l'association de Scorsese. Alors, j'étais pas sûr que c'était Thelma Schoonmaker, mais si tu as vérifié, parce que elle aussi, elle commence à avoir un certain âge à ce moment-là. Mais en tout cas, le montage, c'est un montage à la Scorsese, donc c'est pas une surprise si c'est elle aux commandes. Non, mais le rythme est vachement varié, comme vous dites, quoi. Il y a des moments posés et il y a des moments comme quand ils sont dans l'avion où là, on voit plein d'images et c'est volontaire. C'est pour montrer, même eux, qui se rappellent en fait que de bribes d'images. Donc, on nous montre que des bribes et à une vitesse accélérée. Il y a vraiment un montage qui est vachement cohérent avec le récit. Et comme dit Thomas, c'est pas précipité, quoi. C'est vraiment dans un rythme. Alors, on peut parler aussi de la musique qui est omniprésente dans les films de Scorsese et là également. Et je trouve ça, ce qui est assez fort aussi, c'est la retranscription de la toute fin des années 80, début 90, mais beaucoup de chansons anachroniques en fait. Il garde quand même son style, aller chercher les chansons rock des années 70, il y a des chansons de Bougalou, il y a plein de choses comme ça, y compris des chansons qui sont des marqueurs de l'époque. Tout ça dans un magma sonore qui vraiment donne un rythme au film, une ossature aussi, qui est complétée par ce montage vraiment maîtrisé de Thelma Schoonmaker. De la musique, moi je regrette juste qu'il n'y ait pas un thème quand même qui ressortent du film, parce qu'il y a plein de musique, mais il n'y a pas une musique quand tu te dis tiens, ça c'est la musique du Loup de Wall Street. Il manque juste peut-être un thème, quoi, un truc qui fait que ça aurait été encore. Pour parler de l'écriture rapidement, donc c'est bien sûr à partir du roman de Jordan Belfort, donc le personnage principal qui a écrit son roman, mais ça a été revu par Terence Winter, qui est, si j'ai bien vu, quelqu'un qui réécrit souvent pour Scorsese et qui a aussi beaucoup écrit pour les séries que Scorsese a produites. Il a carrément créé Boardwalk Empire. Ok.
Et oui, et je me demande Il est si connu les parce qu'il a écrit les Sopranos aussi. les Sopranos, ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Il a participé beaucoup aux Sopranos. Il y a un fait marquant, enfin, je ne sais pas si vous avez vu cette anecdote, mais qui, en tout cas pour ma thématique, est intéressante, c'est que Jordan Belfort, qui a été emprisonné en fait à la fin, en partenaire de cellule, il avait Tommy Chong. Donc Tommy Chong, c'est le livre de Tommy Chong. Oui, voilà, des fameux films stoner aussi, ça c'est. Les premiers, en fait, les prémices des films stoner, quoi, où tu les voyais fumer des énormes spliffs de marijuana. Et donc, il s'est retrouvé, Jordan Belfort s'est retrouvé en cellule avec Tommy Chong, et en lui racontant sa vie, Tommy Chong lui a dit: non, mais là, il faut que tu fasses un bouquin, c'est obligé, ta vie, elle est trop incroyable. Et puis, ça se retrouve après joué par Leonardo DiCaprio, monté par Scorsese. Donc, c'est quand même une histoire assez folle, quoi. Si on passe au casting, de toute façon, le casting, il est un peu 5 étoiles. Enfin, donc, Leonardo DiCaprio en rôle principal, qui, en fait, prend tout le film, enfin, qui s'accapare le film. Parce que finalement, les personnages qu'on a après, c'est vraiment des rôles à chaque fois un peu secondaires, mais lui, il est omniprésent, quoi. Bah là, on est vraiment sur un modèle. Comment il s'appelle le, le surfeur d'argent? Il annonce la venue de Galactus. Galactus. Et là, c'est vraiment Galactus dans le film, quoi. C'est-à-dire qu'il va manger le film. Il mange tout ce qui est autour et tout est absorbé par lui. Il attire toute la lumière à lui. Il a une des plus belles femmes. Enfin, les deux sont magnifiques, mais ça tourne toujours autour de lui. Et je pense qu'il y a une vraie volonté, oui, de sortir de l'image qu'il a pu avoir de prime abord. Il y avait eu un peu ça avec Brad Pitt, qui voulait un peu salir, enfin montrer qu'il était autre chose qu'un beau gosse, et il est parti sur l'armée des 12, l'armée des 12 singes, où il faisait quelqu'un qui louche, etc. Et là, on a l'impression que c'est le grand œuvre de Leonardo DiCaprio de faire oublier Titanic, de faire oublier Quoi de neuf Docteur, de faire oublier voilà, ce côté lisse qu'on pouvait lui connaître, et de comme un peu les baby dolls de chez Disney qui ont un moment dans leur carrière où ça y est, elles font du sale, comme diraient les jeunes. De Britney Spears qui fait Oops, I Did It Again, Miley Cyrus qui fait son clip à moitié nu, etc., etc. On a l'impression qu'il y a cette volonté d'ex-star de Disney de salir un peu l'image et de montrer que on a des aspérités, on n'est pas unidimensionnel, etc. Donc, évidemment, il est à la prod, et évidemment, ça tourne autour de lui. Et je trouve ça, tu dis Jonah Hill, un de ses meilleurs rôles, mais il aurait pu être encore meilleur s'il avait su jouer en duo, ce qu'il arrive mieux à faire plus tard dans Tarantino, justement avec Brad Pitt, où il y a vraiment un jeu à deux. Ouais. Et là, je trouve qu'il y a quand même une opposition. Chacun essaye de faire son one-man. Je sais pas ce qu'en pense TN sur ça. Ben, je pense qu'effectivement, on a parlé déjà des face cam quand il s'adresse directement au spectateur, mais le personnage manipule tout le film, parce que quand il rentre chez lui avec sa Lamborghini, tout s'est bien passé, et puis en fait, quand il revient à la réalité, la voiture est défoncée, il a pété tout sur son trajet, et pourtant, nous, on nous a bien raconté une autre histoire avant, quoi. Donc finalement, il est aux commandes de ce qu'on voit et de ce qu'on sait. Et c'est vraiment intéressant. En revanche, je te suis moins sur le côté je veux salir mon image. Je pense plutôt que Leonardo DiCaprio, c'est un homme qui est très très riche aujourd'hui. Il a besoin de rien, et que il a quand même tourné dans quelques films dont il a le recul pour se rendre compte qu'ils ne vont pas rester. Alors Titanic, on aime ou on n'aime pas, mais ça restera. En revanche,
le Roméo et Juliette, même le Gatsby. Il y a des films comme ça qui sont plus anecdotiques, qui manquent de profondeur, et ces personnages aussi manquent un petit peu de consistance. Et je pense qu'il a cette volonté maintenant, et on le verra, je pense, dans très peu de films, que sur des projets où lui, sans avoir jamais de garantie, a le sentiment véritablement que son personnage va imprimer la rétine, quoi. Parce que je pense que lui, si nous on veut faire des films, on se dit j'espère que je ferai une carrière à la Tiki Olgado, quoi. Mais lui, il regarde Cary Grant, Jimmy Stewart, c'est ça qu'il veut être. Il veut que dans 50 ans, on regarde des films avec Leonardo DiCaprio et que ce soit une star mythique qui a joué dans des chefs-d'œuvre qui sont là pour durer, quoi. Je pense qu'il y a vraiment une volonté artistique et forcément un peu égocentrique de vouloir marquer l'histoire du cinéma. Il veut son Tony Montana, quoi. Par exemple, ouais. Ouais, c'est ça. Il veut en tout cas son rôle. Bon, après, il en a quand même eu pas mal déjà, quoi. Mais c'est vrai que, en tout cas, dans ce film-là, il donne tout. Je sais pas si j'ai déjà vu un acteur faire une performance aussi dingue que celle qu'il fait dans ce film. C'est pas une performance physique parce que il est pas. Enfin, oui, mais je veux dire, il est pas en train de faire du surf ou de grimper dans les montagnes ou de faire des trucs, tu vois. Mais ce qui renvoie de toutes les émotions du personnage du début à la fin, il y a une palette que moi je trouve vraiment hyper intéressante parce que il montre vraiment tout, c'est-à-dire qu'en plus il cache pas, il montre les moments vraiment où ils sont complètement drogués. Ce qui est bien pour le jeu de Leonardo DiCaprio, c'est que le sujet même du film et la manière dont c'est filmé appelle le cabotinage. Et que finalement, dans ce film, ça ne gêne jamais quand il cabotine ou quand Jonah Hill cabotine. Alors, en fait, c'est bien dosé. Il y a une palette, mais effectivement, il y a énormément de cabotinage. Et lui, il en fait à gogo. Et en fait, tous les deux, avec Jonah Hill, ils se font plaisir. On le voit bien, quoi. Bon, il y en a un qui a touché 10 millions, il y en a un qui a touché 60 000, mais en tout cas, ils ont l'air d'avoir bien rigolé autant l'un que l'autre quand ils ont fait ça. Et sur l'aspect du jeu physique, moi, je vais revenir sur d'abord l'évolution du personnage, parce que dans la première scène, quand il va avec Matthew McConaughey, enfin bref, lui, McConaughey, au restaurant, il joue un peu pin d'huître qui débarque à Wall Street. Et il le fait super bien, il est crédible, on est là, c'est un peu le nouveau dans le bureau et tout. Et quelques temps après, il est le mec complètement fou qui s'en fout plein dans le pif, etc. Et les scènes de drogue, bon, ça, je sais pas comment on va en parler, mais on peut déjà parler de ça pour son jeu physique. C'est que il y a rien de plus facile que de rater le jeu de quelqu'un qui est drogué, comme de rater quelqu'un qui est alcoolisé. On en fait facilement beaucoup trop, ou à côté, ou pas crédible, etc. On l'a dit, j'ai jamais pris de cocaïne. Je suis peut-être un gars, mais bon, après tout, je me porte très bien. Mais j'ai quand même l'impression de comprendre les effets sur ces personnages. Alors, j'ai vu plein de films où des gens prennent de la cocaïne, mais là, j'ai quand même l'impression que les raisons, les circonstances et les effets, tout ça est bien représenté. Et évidemment, il y a toute la réalisation, etc. Mais les acteurs, et notamment DiCaprio, qui quand même pendant tout le film est en train de prendre différentes drogues et donc d'avoir différents états, il le représente de façon totalement crédible. Il n'y a aucun moment où je me suis dit coupé, on l'a refait, quoi. Donc ça fait partie de sa réussite de jeu d'acteur. Pour moi, il y a un petit côté, c'était Attrape-moi si tu peux, où il est un peu comme ça dedans aussi. Il est capable de jouer depuis le début du film, où c'est limite un ado, à la fin où il a escroqué, fait des chèques et tout. Enfin, il a cette faculté quand même
de pas jouer qu'un seul personnage, en fait. En tout cas, il joue des personnages qui évoluent et qui arrivent toujours, enfin, qui lui permettent de faire une palette d'émotions qui sont quand même assez fortes, quoi. Il serait excellent dans Code Quantum. Il serait. C'est sa prochaine ambition, faire un Formula Show. Le Caméléon ou Code Quantum. Donc, ou rien. On a parlé de lui, là, ça y est, mais c'est vrai qu'il a pris tout le film. Après, il y a Jonah Hill, hein, donc, qui fait quand même, je trouve, le bon pote, quoi. Le bon sidekick. De toute façon, ouais, exactement. Moi, rien qu'au début du film, quand il dit, c'est genre en mode, ouais, t'as une belle voiture, montre-moi ta fiche de paie. Ah, si tu gagnes $60 000, moi je démissionne tout de suite. Déjà avec cette scène, ouais, il m'avait un peu dans sa poche parce que tu sens le gars qui est prêt à tout, qui appelle direct son boss pour dire je démissionne, c'est bon, j'ai potentiellement une piste pour gagner beaucoup plus. Et après, bon, par contre, il reste toujours le sidekick, mais il est là tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas au bout d'un moment, il est devenu riche, il s'est cassé et tout ça. Enfin, il reste quand même. On sent qu'il y a une amitié quand même entre eux, quoi. Il a un jeu qui est un peu l'inverse de Joe Pesci, j'ai l'impression. En fait, il y a de ça. C'est à peu près. Ça pourrait être un personnage joué par Joe Pesci, mais il aurait joué complètement autrement. Enfin, jeune, hein, Joe Pesci jeune. Il est pas du tout effrayant, mais il est pas très propre, quoi. Il est très très dark et c'est lui qui amène la chute finalement. Donc il joue ça très très bien, oui. Au niveau des drogues et tout ça, enfin, il joue bien. Enfin, alors, peut-être que c'est aidé, comme tu l'as dit, par la mise en scène, mais on le voit bien évoluer lui aussi, hein, pendant tout le film. Au départ, il est un petit peu drogué. Au milieu du film, c'est vraiment complètement un gros drogué. Enfin, il a une évolution et on le voit, même si on le voit moins que Léo, on le voit quand même bien évoluer et on voit bien qu'il fait, à partir de la moitié du film, il fait n'importe quoi. Enfin, il n'y a plus rien en fait qui est normal. Ouais, il fait n'importe quoi dès le début. Et ils se rencontrent et je sais plus si c'est dans la même scène, mais il se dit viens, la pipe à crack, ouais, c'est un peu après. Il se raconte un truc et puis tiens, viens, j'ai une surprise pour toi, on va aux toilettes, quoi. Et puis hop, lui dès le début, il est bien atteint quand même. Je pense que c'est les deux qui vont s'engrainer quand même vachement dans les drogues. Il y a un côté duo où justement, ce qui va donner lieu à la scène de la voiture, de la cuisine et tout, mais c'est vraiment, je pense, ils prendraient pas ces drogues-là tout seuls, ils les prennent à deux parce que ils sont en plus contents de voir leur réaction chacun. Enfin, il y a un truc où c'est quand même un duo et mine de rien, ils sont soudés, quoi. Mais leur amitié est vraiment apportée d'une façon habile, et c'est souvent le cas chez Scorsese, mais il n'y a pas franchement de scène d'exposition de comment se créer leur amitié, mais en fait, c'est des interactions qu'ils ont ensemble qui nous démontrent qu'ils sont devenus amis. C'est-à-dire, ils se rencontrent, ok, ça aurait pu être un autre mec qui travaille avec lui, et puis ils discutent, un patron et son salarié qui discutent autour d'une table, ça arrive souvent, mais justement ce côté viens, on va se faire une pipe à crack, et finalement le rapprochement qui existe entre eux n'est pas appuyé, il est montré de sorte qu'on comprenne naturellement que finalement ce sont devenus les meilleurs amis, quoi. Il y a un petit côté, c'est des gamins, quoi. C'est dès qu'ils sont ensemble, les deux, c'est des gamins, ils sont contents, enfin ils sont. Ouais. Pour continuer sur le casting, donc on a Margot Robbie, hein, qui joue la femme de Leonardo DiCaprio. La seconde femme. Oui, pardon, la seconde femme, tu as raison, mais celle qu'on voit en tout cas le plus longtemps dans le film et qui
qui est quand même magnifique, quoi. Et je sais pas si elle avait déjà fait des films avant, mais en tout cas, bon, après, on l'a vu hein, dans Once Upon a Time et tout ça, mais moi, dans ce film-là, c'était la première fois que je la voyais. Et c'est vrai qu'elle est quand même atypique. Enfin, elle est, je dirais pas parfaite, mais elle a quand même un physique qui est. Ben, c'est un sujet que j'ai déjà abordé, mais pas simplement sa plastique, justement. C'est que, évidemment, elle a un corps de rêve. Il n'y a aucun. Après, ça dépend des goûts. Hein, il y en a qui préfèrent d'autres physiques. Mais comme actrice, elle démontre film après film qu'elle va beaucoup plus loin que ça. Et que finalement, bah, tant mieux si elle est très belle. Mais moi, je lui ai prédit une grande carrière, y compris quand sa jeunesse se sera éventée. Je me trompe peut-être. Mais je trouve que la comparaison avec Sharon Stone dans Casino, à certains moments, on y pense forcément. Et je trouve que dans Sharon Stone, le personnage était moins riche. Alors qu'elle était elle-même plutôt perturbée parce que partagée entre peut-être les vrais sentiments, pas les sentiments, etc. Mais là, elle est... Je sais pas, moi j'ai pas de conviction si à un moment ou un autre elle a eu des sentiments pour ce personnage. Est-ce que c'était uniquement parce que là il avait cette réussite qu'il projetait et qu'elle avait envie de cette réussite? A priori, elle était déjà maquée avec un mec qui avait de la réussite, donc est-ce que c'est le toujours plus, etc. Ou est-ce qu'elle est attachée à ce personnage qui a quand même un dynamisme, une énergie, un charisme, etc., qui fait qu'elle tombe amoureuse de lui? Je peux pas dire avec conviction, elle était là que parce qu'il avait plein de pognon. Et je peux pas dire avec conviction, c'était vraiment une femme amoureuse et elle a été déçue par son comportement. Je peux pas choisir. Il y a un truc qui est sûr, c'est que s'il n'avait pas eu le pognon, elle l'aurait jamais rencontré dans le film. On voit bien quand même que, tu vois, il fallait avoir un standing assez incroyable pour qu'elle veuille bien s'intéresser à la personne, quoi. C'est probable. Et comme lui arrive avec tout son attirail, elle rentre bien. Je pense qu'il y a quand même un moment où c'est comme quand il lui offre le bateau, le yacht. On voit qu'elle est heureuse, mais en fait, finalement, elle est heureuse pour un bateau. Il y a un côté vachement matériel. De toute façon, elle est quand même montrée sur Il y a quelques... peu de personnages qui ne sont pas très matérialistes dans ce film, à part l'agent du FBI qui, au contraire, lui, est quelqu'un qui a, on va dire, des objectifs plus grands dans la vie, quoi. On peut enchaîner sur lui, d'ailleurs. Kyle Chandler, hein, qui était l'acteur qui jouait dans Demain à la Une, ouais. Le remake en série du film de René Clair. On dit du mal de lui sur ce film, qu'il est assez falot, qu'on le voit pas trop et tout ça. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour ce personnage. C'est le seul auquel je me raccroche de toutes mes forces. Et j'adore le plan final quand il est tout seul la fin est dure, moi, je trouve. dans le métro. Bah, tu la trouves dure, moi je la trouve réaliste et dans la vraie vie. Et effectivement, il se retrouve dans le métro, comme dans la petite fabulette qui s'était dit sur le bateau. On ne sait pas trop. Il regarde un couple et un couple d'anciens dans le métro. Il a certainement le blues de toute cette mission. Et on ne sait pas trop s'il penche, s'il a des regrets ou s'il est, au contraire, il se dit oui, j'ai eu raison, quoi. Et je trouve ça intéressant dans cette scène. Je pense qu'il se dit qu'il a eu raison parce que ce qu'il voit aussi, c'est que lui, il a la satisfaction d'avoir fait quelque chose de positif. Parce que bon, quelqu'un qui est au FBI, c'est quelqu'un qui a un certain nombre de valeurs, forcément. C'est un sacrifice d'aller bosser au FBI. Il y a que dans les séries où les mecs qui bossent au FBI, ils ont des grands appartements et tout va bien pour eux. C'est pas des professions où on va être dans la facilité matérielle. Donc,
il a fait un boulot, il a réussi, pas à 100%, mais il a quand même réussi, et il a la satisfaction de pouvoir vivre sans avoir à prendre de drogue pour se supporter lui-même. Oui, oui, il y a toute cette part-là. Ah bah ouais, complètement. Ouais. Alors, dans les personnages que vous n'avez pas cités, moi j'aime beaucoup la tante, qui est incarnée par, alors je vais retrouver son nom, c'est Johanna Lumley. Ouais. C'est celle qui jouait dans Chapeau melon et bottes de cuir, celui des années 70, 80, et qui joue surtout dans Absolutely Fabulous, Ab-Fab, et qui fait la tante indigne dans cette série-là, et qui reprend un peu son rôle, mais en plus digne. Et j'ai beaucoup de tendresse pour son personnage, qui apparaît peu, mais elle a une très jolie scène avec lui sur un banc. Où elle est incroyable, cette scène. Elle est assez géniale. C'est incroyable. Et j'aime bien les caméos aussi des réalisateurs, Jon Favreau, Rob Reiner, et surtout Jones, qui fait le type qui l'accueille dans la première société qui fait les coupons, là. Ah, mais je me disais que c'est de lui. Ouais, et en fait, oui, il a une tête de rien, il a sa moustache de rien, mais en 2 minutes, tu es super attaché à ce personnage. J'avais envie de le revoir après dans le film, on le revoit plus, mais tu vois, il est super attachant en fait. Et donc du coup, ces 3 personnages-là, j'ai beaucoup aimé aussi ces petits caméos. Attends, je reviens juste sur l'agent du FBI parce que j'aimerais avoir votre avis. Pour moi, il est, c'est rare que dans un film, ça soit l'agent du FBI le méchant. Enfin, il y a un côté où on nous fait passer. Non, mais attendez, vous allez me dire ce que vous en pensez. Hein. Mais pour moi, dans ce film, on le fait passer un peu, pas pour le méchant, mais pour le pisse-froid et pour le trouble-fête. Le croque-mitaine, le trouble-fête, ouais, celui qui va te dire on ferme le rideau, on ferme le bar. Tu vois, le mec qui va fermer le bar, il va dire c'est bon, c'est trop tard. Comme je disais, c'est le seul auquel je me raccroche de toutes mes forces. Donc, on n'a pas forcément la même vision. Mais c'est curieux qu'on donne ce rôle-là à l'agent du FBI. Enfin, en fait, il est vraiment perçu comme ça dans le film, pour moi. En tout cas. Le problème, c'est comment tu perçois en fait ce que tu vois. Moi, j'ai un peu ce même problème avec la série Entourage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette série. Oui, donc, bien sûr. Qui montre l'évolution d'une star, d'une vedette et de son entourage, et qui se complaisent quand même dans des comportements qui ne sont pas forcément louables. Mais à aucun moment, la mise en scène ne te dit on est avec eux ou on est contre eux. Et même au fur et à mesure, tu as beaucoup d'empathie pour eux. C'est un peu le procédé qui est à l'œuvre dans ce Scorsese-là aussi. Sans jugement, à toi de choisir, mais en même temps, et je trouve qu'il sème des indices un peu partout dans le film. Et puis, c'est quand même les représentations des fêtes orgiaques et tout ça. D'un côté, ça peut être quelque chose de fascinant, mais comme peut l'être fascinant, par exemple, un tableau qui s'appelle Le Jardin des délices de Jérôme Bosch, où tu as 3 tableaux. Tu as la rencontre d'Adam et Ève, tu as le Jardin des délices, c'est avant la chute, et tu as l'enfer. Et quand tu vois cette scène où il mange un poisson, tu as le type qui tape la batte pour la casser, tu sais pas pourquoi il cherche à casser cette batte, il lance des nains, il y a tout le monde qui est à poil, il y a une fille qui se fait raser la tête, tu as vraiment l'impression de voir le 3e tableau de Jérôme Bosch, où c'est l'enfer, quoi. Et je me suis posé la question tout le long du film. Il y a toutes les thématiques de Scorsese, sauf la religion. Mais en fait, la religion, il nous montre que là, la religion n'existe plus. La religion, c'est l'argent. C'est le dieu argent, c'est le dieu monnaie. Et je ne pense pas qu'il adhère à ce qu'il filme, contrairement à ce qu'on peut voir dans certaines critiques d'amoralité. Je ne crois pas qu'il soit amoral dans ce film. Il a quand même à la fin, justement avec cette fameuse scène du métro, il signe le film, quoi. Moi, c'est toujours délicat parce que ce que nous dit Rodolphe, c'est que quand il regarde le film, il dit c'est qui ce mec qui vient casser l'ambiance en voyant le policier, mais l'agent. Mais véritablement,
pour moi, le film, c'est une critique acerbe du dieu argent qui détruit les gens autour qui deviennent obsédés parce que plus rien n'a, parce que les gens n'ont jamais assez d'argent. Il y a un moment, tu te dis, il a l'occasion de se sortir de ce marasme, il paye 10 millions, il va pas en prison et il peut dépenser tous les millions qu'il a accumulés librement. Mais pourquoi il le fait? Il sait qu'il va tomber, il sait que, mais parce qu'il est obsédé, parce qu'il en veut toujours plus, parce qu'il ne pourra jamais être heureux, et il va perdre sa femme, perdre ses enfants, couler son bateau, se retrouver en prison, et finalement, à la fin du film, il n'est pas pauvre, mais il va faire le schmuck qui fait des conférences pour entourlouper des gogos en faisant si vous écoutez ce que je viens vous dire pendant 1 heure, vous allez devenir riche, quoi. A priori, à 30 000 € la conférence. Hein, oui, mais, donc, je c'est important de pouvoir se regarder dans une glace. Ça compte. Ah, bien sûr. Et le policier, oui, moi je me raccroche beaucoup à lui, et c'est vrai qu'il a pas un rôle où il va en faire des caisses, surtout à côté des autres, mais il y a des moments quand même, il y a la scène où on lui dit par téléphone que le mec a renoncé à son deal qui anéantissait apparemment ses années d'enquête, parce qu'on voit il fait des grands tableaux, faut les faire, les grands tableaux, faut les remplir, chaque information à cette époque-là n'était pas aussi facile à saisir, puisque c'est avant que Internet soit généralisé, c'est fin des années 90 ou début 2000. Ouais, c'est ça, 80. Et là, il prend le téléphone, il a un petit sourire tout léger, mais qui est pas genre hey! C'est hyper fin, quoi, ce jeu qu'il a à ce moment-là. Et de ce côté-là, l'acteur, à mon avis, il incarne bien ce rôle. Évidemment, le film ne prend pas le parti de nous filmer les enquêteurs comme c'est fait dans Hit, par exemple, où on a droit aux 2 tableaux. On est du côté du grand manipulateur, en tout cas du point de vue. Mais moi, je ne crois pas qu'il y ait d'ambiguïté dans le film de Scorsese. D'ailleurs, dès le début, il fait son autocritique en disant je prends des drogues pour monter, des drogues pour descendre, des drogues pour me stabiliser, des drogues pour dormir. Et puis, de toute façon, ma drogue préférée, c'est l'argent. Et quand il fait son flashback, il nous explique je suis arrivé et j'étais un connard cupide. Non, mais de toute façon, il y a une vraie escroquerie, hein, et c'est complètement basé sur l'escroquerie. Et il le dit, hein, dans le film, il dit de toute façon, je préfère que leur argent soit dans ma poche. Donc, il est. Enfin, il y a un côté vachement honnête, en tout cas, de dire voilà. J'ai dit que je voulais voler, c'est honnête. Non, je suis conscient. Non, mais il cache pas, c'est pas du Madoff ou c'est déguisé quand même. Là, lui, en fait, il le dit. Ils ont joué sur la crédulité des gens. Non, mais il le dit à nous, oui, on est d'accord. Ah, voilà. Mais il joue sur la crédulité des gens où ils ont juste au téléphone de leur dire donnez-nous votre argent, vous allez pouvoir acheter les traites de votre maison. En fait, c'est un truc qui existe depuis des millénaires, ce côté-là de vendre du rêve aux gens et de leur extirper de l'argent. Mais sauf que eux, ils se sont retrouvés là, à ce moment-là. Je ne sais pas si beaucoup de gens comme lui ont fait cette arnaque-là, hein, j'en sais rien, mais il y avait un côté où tu vends quelque chose. Alors oui, c'est une arnaque, oui, les gens ne gagneront pas d'argent avec. Et c'est pas plus une arnaque que la vraie bourse. Quand tu achètes des actions Eurotunnel, tu t'es fait niquer, mais c'est légal. Il n'y a pas d'arnaque. Sauf que là, et d'ailleurs, Leonardo DiCaprio, il sourit dans le film quand il comprend. C'est que quand ils vendent des valeurs à 3 sous, comme ils disent dans le film, là, c'est 50% de bénéfices, quoi. C'est-à-dire que si un mec achète 4 000 € d'actions, il y a 2 000 € qui lui revient à lui. Et donc ça n'existe pas dans la bourse, quoi. Je veux dire, il n'y a aucune action qui va te rapporter ça. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait leur escroquerie, c'est en vendant des actions qui valaient rien et en prenant un taux de commission énorme. Et ça a marché, en fait, parce que
ils ont réussi à faire croire que ça allait être des sociétés qui allaient carburer et qui allaient gagner des millions. Donc, ils ont vendu du rêve, les gens et c'est malheureux parce que c'est sûrement des pauvres gens qui ont mis leurs économies et tout ça dedans, mais Lui, il n'est pas plus arnaqueur. Ce qu'on nous montre, c'est qu'après, il fait des choses carrément illégales. Ce qu'il fait d'illégal et qu'il le met dedans, c'est quand il fait un délit d'initié. Enfin, c'est-à-dire qu'il met sur le marché la société du fabricant de chaussures et que, par des prête-noms, il possède une partie du capital et donc il est partie prenante dans la mise sur le marché de la société, ce qui est totalement illégal. Et donc, c'est pour ça qu'il se fait choper. Et ensuite, parce qu'ils maquillent leurs comptes, ils font des notes de frais de n'importe quoi. Et il y a toutes sortes de choses qui font qu'ils sont condamnés lourdement. Mais pour moi, ce film dénonce vraiment le système financier. dans les abus et du système, on peut parler du Jardin qui joue le banquier suisse dans le film, quoi. Et, qui montre quand même cette. Enfin, alors je sais pas, je suis pas riche et j'ai pas de relation avec les banquiers suisses, mais on entend souvent parler quand même de ces histoires de banquiers suisses. Et là, dans le film, pour une fois, on voit un peu ce côté-là. Je sais pas ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous avez pensé du Jardin dans un film de Scorsese. Moi, je trouve en tout cas qu'il a été bien choisi et qu'il remplit bien son rôle, en tout cas, dans le film, quoi. Ed, j'ai monopolisé la parole. Oui. Du Jardin, non, mais il n'y a pas d'erreur au casting du Jardin est très bien. Il y a tous ces jeux sur les non-dits et les idiomes qui sont intraduisibles et donc chacun ils se comprennent très bien sans se comprendre. Donc ça c'est assez bien foutu. Du Jardin, il fait du Jardin, mais ça passe très bien là. Ensuite, voilà, en fait, c'est ce qui dans le parti pris aussi de l'histoire, et ça, je trouve ça assez curieux. J'aimerais lire l'autobiographie. C'est quand même, il y en a pas un pour attraper l'autre, et ils sont pas très malins, quoi. Et de Jonah Hill, même le personnage de Leonardo DiCaprio, jusque à ce banquier suisse qui se fait choper parce que il a fait d'autres délits et puis il décide de se rendre quand même aux États-Unis. Donc c'est un peu curieux. Apparemment, c'est l'histoire vraie, quoi. Mais il y a un côté très malin dans le vice et complètement couillon dans la réalisation des choses, quoi. Entre Jonah Hill qui s'embrouille avec le mec au moment de lui filer la mallette, et tous ces trucs-là. Par moments, on a l'impression d'être un peu dans une dynamique qu'on voit dans les films des frères Cohen, quoi. Genre, si le pire peut arriver, ça va arriver, quoi. Et donc, à chaque fois, ça arrive. Mais enfin, tu regardes les types qui font des trucs comme ça, il y a quand même des policiers qui travaillent, qui ont des outils informatiques, et tous les mecs se font coincer. C'est juste une question de temps. Alors, des fois, il y en a qui durent un peu plus longtemps. Des fois, il y en a qui passent entre les gouttes jusqu'au bout. Mais tu vois qu'à l'arrivée, voilà, Madoff, il s'est fait choper. Ensuite, il y a des mecs qui sont malins et on les chope jamais. Ils prennent j'ai l'impression que tu es dans une vision optimiste où on a chopé tous les méchants, quoi. Non. Je suis plutôt dans le truc contraire. Genre, on a eu les plus bêtes. Non, mais ce dont on peut te raconter l'histoire, c'est parce qu'ils n'ont pas été malins. Les malins, ils sont invisibles. Ils ont tout maquillé, ils ont tout fait en sorte, et ils ont peut-être été moins gourmands ou plus progressivement, et ça se voit pas et ça se verra jamais. Mais il y a, en tout cas, c'est marrant la référence à Madoff, parce que pour moi, il y a un gros côté Madoff dans Stratton Oakmont, en fait, où on sait que tous les employés étaient au courant, quand même, la plupart, de l'arnaque et du côté où ils savaient qu'ils n'allaient pas faire gagner de l'argent aux clients. Comme certaines personnes chez Madoff savaient très bien qu'il y avait une pyramide de Ponzi et qu'en vrai, l'argent n'existait pas, quoi. Donc, il y a un parallèle qui est intéressant, sauf que d'un côté, Madoff, lui, il l'a quand même plutôt vécu en mode tout seul et à pas trop, pas parler de tout ça, alors que
Le contraire, enfin, Jordan Belfort, lui, c'était je le montre à tout va, je montre ma réussite, je montre. Et puis je suis content en fait de dire à tout le monde que j'arnaque les gens. En fait, il y avait une satisfaction dans le personnage. Donc il y a un côté où au lieu de la jouer fine, alors qu'il sait qu'il est surveillé, il leur rentre carrément dedans, il leur fait une proposition de les acheter, il voit que ça marche pas, il les dégage, enfin, en plus, enfin, Et là, il est cramé s'il l'était pas avant. il a la pire réaction qu'il peut. Enfin voilà, il leur donne de la motivation pour que les mecs continuent à chercher et à le faire tomber, quoi. Donc et en plus son avocat lui avait dit absolument ne le fais pas, ne le fais pas. Il le fait parce que de toute façon, voilà, il fait absolument pas ce qu'on lui dit de faire dans tout le film. Est-ce que vous avez encore des choses à dire sur le film? Ou est-ce qu'on passe un peu sur les drogues dans le film? Passons sur les drogues dans le film. À minuit, je quitte ce physique avantageux pour redevenir celui que je suis au quotidien. C'est un petit signe là que tu nous... Non, pas du tout. J'ai juste une connerie. Okay. Alors, les drogues. Les drogues. Donc, sur l'analyse des 3 axes que je fais en général dans les vidéos, donc le premier axe, c'est la mise en scène. Il y a des scènes quand même assez mémorables pour moi dans le film où justement ils ont pris des drogues. Il y a la scène de l'escalier, enfin de la voiture, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est la scène où ils viennent de reprendre des Mantrax, je crois, c'est ça. J'ai pas tout retenu par cœur. Alors, c'est des super quaaludes. Ouais. Donc c'est alors j'avais noté la substance que c'était dans le film ils appellent ça quaalude et sinon c'est le métaquanol le métaqualone. Oui, tu as raison, le métaqualone. Et donc c'est un sédatif qui peut avoir des effets secondaires et c'est notamment la drogue qu'utilisait Bill Cosby pour étourdir ses victimes, en fait. Oh, ok, sympa. C'est genre du GHB, un peu dans le genre. Apparemment, c'est dans un article que j'avais lu, c'est l'autre drogue du viol. Donc oui, c'est un médicament aux effets détournés. Et donc dans le film, ils expliquent que quand on tient 15 minutes qu'on lutte contre le sommeil, on a des effets secondaires d'hallucination, de distorsion, de ralenti, etc. Alors il montre les étapes dans le film. Là, il y a première étape crispation, deuxième étape bavement. Il y a plusieurs étapes comme ça. Et donc, dans cette fameuse scène, ils décident de prendre un comprimé qui était plus sur le marché et qu'ils ont réussi à avoir une bonne dose. Et ils ont l'impression que ça ne fait pas effet, donc ils prennent carrément tout le contenu alors qu'on leur a dit d'en prendre qu'un. C'est déjà, c'est la scène classique où au bout d'une demi-heure ou d'un quart d'heure, ça me fait rien, vas-y, j'en prends un autre. Donc ils en prennent, je sais pas combien. Et Léo se retrouve à devoir aller faire un truc, enfin appeler son avocat en voiture, et donc il commence à avoir les effets une fois qu'il est au téléphone. Oui, il se rend au country club et c'est le seul endroit où il y a des cabines téléphoniques parce que à ce moment-là, il est sur écoute et son avocat veut le prévenir que justement il est sur écoute et il se rend compte qu'il a laissé à la maison Jonah Hill qui va tout balancer au téléphone et il y a voilà, cette perte d'articulation et tout ça, et ça donne le moment le plus slapstick du film. Il y en a pas mal, mais celui-là est vraiment extraordinaire. Et donc la scène de l'escalier, pour moi, il y a vraiment un jeu, parce que tu vois, en fait, à des moments, tu as l'impression qu'il y a 25 marches, à des moments, tu as l'impression qu'il y a 6 marches. Enfin, il y a toutes ces... Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que lui, il voit? Enfin, exactement, il y a tout ce travail de mise en scène où tu as des plans objectifs qui te montrent qu'il y a 6 marches, et puis tu as des
plan semi-subjectif où on voit depuis son point de vue et on voit l'escalier de Belmondo dans Le Magnifique, quoi. C'est un escalier sans fin. Et oui, et puis même, TN en parlait tout à l'heure, le récit, je suis rentré sans une anicroche à la maison, et puis après, on voit le vrai résultat. Donc, apparemment, il y a eu, même techniquement, ils ont utilisé plusieurs lentilles pour les moments où ils sont sobres et les moments où ils sont sous-produits. Donc, des lentilles plates qui aplatissent l'image dans les périodes normales, et des lentilles anamorphosées pour vraiment un peu distordre les proportions et tout ça, pour donner cette impression d'hallucination. Mais vraiment, l'humour provoqué par cette distorsion du corps, c'est un slapstick au ralenti, quoi. C'est ça qui est assez rigolo. C'est vraiment belle époque des Harold Lloyd, Buster Keaton, Chaplin, des corps élastiques comme ça, mais qui étaient dans la précipitation dans ces films-là. Et là, c'est au ralenti. La scène, elle dure, elle s'étend, et ça marche quand même, quoi. C'est gaguesque et ça marche. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu dis que il y a des objectifs différents pour les scènes selon la sobriété ou l'état d'intoxication, mais il n'a pas fait le choix de faire du totalement psychédélique, ce qu'on voit souvent dans les scènes de drogue, et ça, je trouve ça assez différent et assez fin. On n'est pas sur des couleurs violettes et vertes qui se mélangent avec l'image qui bouge n'importe comment, des flous de bouger, d'objectifs. Et le traitement, il est vachement adroit parce qu'il réussit à faire cette scène comique. Et il y a un certain nombre d'autres scènes où on voit les effets sur les personnages, mais on tombe jamais dans la musique des années 70 et tu sais, les rideaux là où... les rideaux avec des perles qui font des lumières, etc. Il n'y a pas ça. Et je trouve ça vachement bien parce que c'est réel. Enfin, on a tous fait des soirées où il y en a un qui va un petit peu trop loin. Et quand on regarde quelqu'un qui perd le contrôle, ça ressemble à ce qu'on voit dans ce film. C'est-à-dire que souvent on est ridicule quand on est plus maître de soi. Et il y a toujours ce ridicule et en même temps peut-être des fois l'amusement que peuvent en ressentir les autres. Donc pour moi c'est quand même assez original comme façon de filmer. Ah ouais, bah t'as anticipé, en fait, t'es parti sur la crédibilité, donc c'est le deuxième axe, mais c'est ça, en fait, pour moi. Non, mais t'as enchaîné, en fait, parfait. On est dans une représentation qui est réaliste, en fait. Enfin, du moins, on voit pas d'effet complètement psychédélique ou quoi. On reste toujours, en tout cas, dans une vision. Alors, on voit que les personnages, ils sont complètement cramés et tout ça, hein, mais en termes de mise en scène, de réalisation, il n'y a pas trop d'effets pompeux ou de trucs. On voit des fois, effectivement, le montage s'énerve un petit peu parce qu'il se passe plein de choses et que du coup, c'est cohérent, mais il n'y a pas vraiment d'effet visuel. Même lui, en fait, les seuls effets, c'est la perception, en fait, que lui va avoir, qu'on va avoir de l'escalier ou des choses comme ça. Mais on reste sur... en tout cas, que des sensations crédibles, quoi, des choses. Je sais pas si vous avez un truc à rajouter là-dessus, mais. Je crois que TN a tout dit et que tu as bien complété, donc je vais m'abstenir sur cette question, mais oui, vous avez raison. Mais en fait, je peux pas dire c'est crédible ou pas, parce que en tout cas, c'est crédible, comme dit TN, vu de l'extérieur. Quand tu vois quelqu'un qui et c'est accompagné d'un montage, pareil, une alternance. Quand c'est plutôt la coke, c'est plutôt un montage assez cut. Il se passe plein de choses et il faut être vigilant à ce qu'on voit à l'écran. Et quand c'est les drogues plus qualoud, là, plus de l'endormissement, on prend plus son temps, la caméra se pose, l'espace est bien défini.
Dans cette scène, on voit très bien l'espace, même si c'est pas le vrai espace. C'est ça qui est assez fort, effectivement, cet escalier à géométrie variable, la voiture qui n'est pas la voiture qu'on croit voir, etc. Et c'est bien rendu de ce genre de drogue. On va passer au troisième axe. Donc, c'est la place des drogues dans le film. Et donc, ça va continuer, en fait, avec ce que tu es en train de dire. Moi, je dirais que c'est pas une drogue qui prend pour travailler. Donc, c'est introduit, en fait, la drogue, elle est introduite quand il rencontre Matthew McConaughey, qui lui dit attends, trader, c'est normal, tu dois prendre un rail toutes les 5 minutes, avec en plus un petit cocktail machin, pour tenir le coup. Donc, c'est introduit par le milieu du travail, mais après, pour moi, eux, ils l'utilisent pas pour travailler. Pas pour avoir des bons rendements ou quoi. Ils l'utilisent vraiment pour être défoncé. Quoi, Alors dans le film, en tout cas, au départ, c'est présenté comme ça. On lui dit, prends de la drogue, tu vas taper plus vite. Il y a vraiment... Et puis, quand même, c'est hyper associé dans l'inconscient collectif. Après, je ne suis pas allé vérifier sur place, je n'étais pas dans le milieu du trading dans les années 80, mais apparemment, la coke, c'était quand même la drogue des traders. Et c'est eux qui ont popularisé cette drogue, qui les rendait plus efficaces, surtout qui les aidait à tenir le rythme. Donc je pense que toute cette partie-là, elle est quand même liée au travail. Elle est liée, mais je pense qu'en fait, eux la prenaient pas pour améliorer leur rendement, mais vraiment pour se défoncer. C'est là où, justement, il y a... la bascule, elle se fait avec le crack, parce que le crack... En fait, la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit, oula, ils vont mal finir. Et on a l'impression que vraiment ça va tomber là-dedans, parce que pareil, dans l'inconscient collectif, le crack, c'est immédiat, c'est addiction immédiate, tu peux plus en sortir, et tu vois les films des années 80-90 qui se passent dans le Bronx, et où il y a des zones entières d'immeubles, de squats, où tu as des pipes et des... T'as quand même New Jack City, tous ces films comme ça. Une promotion pour le crack, quand même, là, dans ce film. Quand ils prennent la pipe de crack, quand je dis une promotion, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, au début, il dit non, je veux pas. Il fume, et tu le vois se marrer, rigoler. Il y a quand même un côté où on te montre bien, genre... c'est vrai qu'on a plus l'impression qu'ils sont en train de prendre de la weed, quoi, mais en prenant du crack. Donc moi, en tout cas, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, ok. Donc en fait, Scorsese, il dit que tu peux te prendre une petite pipe de crack et que tu vas te marrer. Donc, il faut pas oublier que alors la drogue de Scorsese, c'était plutôt la coke, mais donc il a été accro longtemps. Il s'en est sorti. Je sais pas quel est son point de vue aujourd'hui sur ça. Je suis pas sûr qu'il pense que c'est récréatif. Et je sais pas ce que tu en penses, TN. Non, mais c'est vrai que j'avais pas réfléchi à ce point-là, parce que j'avoue que le crack, je connais pas trop. Après, je pense que l'addiction, effectivement, on dit que c'est rapide, mais est-ce que c'est immédiat dès la première le fait, c'est qu'eux, ils jonglent entre les drogues. Donc, quand tu as... tu vois, par exemple, moi j'ai arrêté totalement de boire parce qu'au premier confinement, j'avais pris de mauvaises habitudes. Et j'arrêtais de boire, j'avais plus d'alcool à la maison, donc je me suis mis à manger des trucs sucrés. Tu vois, c'est-à-dire que mon addiction, elle me poussait vers autre chose pour compenser. Donc peut-être que c'est possible aussi avec le crack que le désir que tu as pour le crack, si tu n'en as pas sous la main, ce soit de passer par d'autres drogues qu'ils ont là à disposition. De toute façon, ils sont un peu comme ça pendant tout le film, c'est-à-dire qu'on les voit pas attachés spécialement à une drogue. Ils sont en mode alcool, coke, méthaqualone, enfin tout ce qui tombe sous la main, quoi, en fait. Et justement, je suis assez d'accord avec toi. Du coup, il n'y a pas une dépendance particulière à une drogue. Et ils sont toujours en train de prendre des drogues à gauche, à droite. Il y a un petit côté Las Vegas parano, quoi, où ils ont leur valise avec 5 ou 6 drogues différentes. En fait, il y a d'ailleurs, il y a un vrai parallèle. Quand
quand Leonardo DiCaprio dit ah bah moi le matin je prends ça, puis après je prends ça. Enfin, t'as un peu la même scène dans Las Vegas Parano où Johnny Depp explique tiens ça c'est pour tel ou tel moment et tout ça. Donc il y a un côté vraiment drogue récréative pour moi en tout cas. Ils sont pas là pour prendre des drogues pour aller plus vite et faire des transactions. Ils sont là pour prendre des drogues et être complètement défoncés quoi. Et donc pour finir sur cette partie-là, donc le truc c'est que comme tous ces acolytes sont aussi drogués, t'as quand même un effet aussi où en fait il y en a aucun pour les arrêter quoi. Ils sont tous dans un engrenage où ils ont l'air d'être tous drogués. Après je sais pas si c'était la réalité ou pas, mais en tout cas dans le film, tous ses associés sont tous drogués, enfin ils sont tous à fond avec lui. Donc lui, il a aucune, il y a personne en fait qui lui met de barrière, qui lui met de stop, qui lui dit non mais attends là, tu es en train de partir. Enfin, il y a vraiment aucune limite quoi. Mais je pense que quand on évolue dans un milieu où il y a des déviances qui se mettent en place comme ça, si tout le monde pratique et que ça devient la normalité, il n'y a plus personne pour se poser la question, quoi. Et c'est celui qui participe pas qui est le fou. Puisque être le fou, c'est être celui qui est en dehors de la société. Donc, si l'entourage est dans un système, celui qui est en dehors, bah, c'est lui qui est pas normal. Obi-Wan, il dit qui est le fou, le fou ou celui qui le suit. Je pense comme ça. Sacré Obi-Wan. Ouais. Enfin, on voit en fait les rechutes, on voit les périodes où il essaie de pas en prendre. Enfin, il y a quand même pas que les côtés où il prend de la drogue et c'est pump it up et il est content. Il y a aussi des côtés durs, je trouve, quoi, qui sont montrés dans le film, quoi. Je regarderai les choses un peu différemment. Pour moi, il y a surtout des côtés durs parce que ils sont assez prisonniers de ça. C'est Tient un malin plaisir, hein, parce que quand ils sont dans l'avion avec toutes les prostituées à être complètement drogués, je pense qu'il, tu vois, il y a un côté. Bah, on le voit aussi dans l'avion se faire attacher parce qu'il a un comportement complètement inapproprié. Donc, ça dépend du point de vue. C'est-à-dire que ce point de vue qu'on a sur la voiture telle qu'il la raconte et telle qu'elle est en réalité, en fait, on peut l'appliquer à tout ce qu'on voit et pas simplement à cette voiture-là. On est quand même tout le temps du côté de Leonardo DiCaprio et donc, je pense que le côté récréatif que tu vois, c'est ce qu'il veut bien montrer aussi. Et que c'est pas ça à 100%, quoi. Moi, je pense que, en tout cas, dans ce film, on montre quelqu'un qui a de l'argent et qui fait vraiment, enfin, tout ce qu'il a envie de faire, en fait, sans vraiment se poser de questions. Et tous les trucs les plus fous que quelqu'un ferait. Enfin, en fait, on a l'impression qu'il se fait plaisir en se disant tiens, si quelqu'un avait pas d'argent, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Eh ben, je le fais. Il fait tout ce qu'il peut faire. Et les drogues, bah, ça en fait partie parce que de toute façon, il faut aussi qu'il ait cette image du mec qui est drogué, qui est alcoolique, parce que de toute façon, ça avait l'air d'être un peu l'image que tous les traders, enfin tous les mecs un peu charismatiques étaient un peu baignés là-dedans, quoi. Donc, je sais pas si lui a choisi de vouloir prendre des drogues, il a été baigné dedans. Après, par contre, il en a quand même tiré. Enfin, il s'est pas mal amusé avec, quoi. Et je pense qu'on a, lui, à sa façon, il a fait un peu le carpe diem, vivre le moment présent, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un mec qui vient du Bronx, d'une famille où il n'y avait pas beaucoup d'argent, si j'ai bien compris. Et de partir de là et d'arriver à autant de richesses, alors oui, hein, c'est une escroquerie et tout ça, je suis pas en train de faire des louanges à son parcours, mais
il y a une réussite, même si c'est dans l'escroquerie ou dans ce qu'on veut, mais il y a le côté où lui, en tout cas, profite à chaque instant. Alors même s'il est dans un engrenage de la drogue où on pourrait en discuter, effectivement, il profite plus à partir d'un certain moment, mais en tout cas, il est lui dans une dynamique de je recherche tout le temps le truc encore plus fou, la défonce encore plus forte, le gain d'argent encore plus élevé, la nana encore plus jolie. Enfin, il est toujours dans le plus, quoi. Et il essaye d'en profiter un maximum, quoi. Parce que vous avez... Il essaye d'en profiter un maximum par rapport à ce qu'il se croit effectivement être ce qui lui apportera le plus de jouissance. Mais le carpe diem que tu cites est tel que je l'entends, qui est de saisir son courage et de faire les choses avant qu'il ne soit trop tard. Ça n'inclut pas le fait d'être profondément égoïste et d'être prêt à répandre le malheur autour de soi et une forme de désespoir, puisque on parle pas beaucoup des enfants, mais les enfants ont dû souffrir d'avoir un père qui était complètement drogué, alcoolique et qui est parti en prison avec la scène où il essaye d'enlever les enfants, qui est un traumatisme pour les enfants. Donc c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui et qui manque de repères, qui ne sait pas ce qu'il peut faire pour être heureux, parce que alors même qu'il est censé avoir réussi dans ce qui était son objectif de s'enrichir pour posséder un certain nombre de choses, dont on a déjà énuméré la liste auparavant, et ben il n'y arrive pas. Et non seulement il n'y arrive pas, mais dans sa quête de réussite, il commet un certain nombre de choses, et ça passe par les drogues, qui condamnent cette réussite à finalement échouer. Même si je crois que aujourd'hui c'est un homme qui a toujours des moyens, etc. Mais finalement, il a écrit ce bouquin pour de l'argent. Mais comment il vit aujourd'hui? Est-ce qu'il est plus heureux avec moins d'argent? Est-ce que au contraire, il regarde ce qu'il a été, et il regrette de ne plus y être? Voilà, c'est le matérialisme. Ouais. C'est le matérialisme le plus complet et le plus désespérant. Et pour moi, le film est un pamphlet qui, par sa forme, peut soulever un certain nombre d'ambiguïtés, parce que on peut être entraîné aussi par leur folie, par leur fête, etc. Parce que rien n'est réel. Enfin, tout ce qu'on voit, c'est assez loin de nous finalement. Donc, on peut s'en détacher. Et donc, ce qui est répréhensible, on le regarde avec un certain recul, puisque finalement, tu dis que dans la réalité, il n'y a pas eu cette scène de lancer de nains, et que pourtant, Scorsese, il l'a fait de faire un lancer de nains pour le film. Donc, mais cette ambiguïté, pour moi, elle est stoppée par les quelques scènes qui ponctuent le film et qui nous disent la vérité brute comme elle est. Je suis drogué, je suis alcoolique, je suis un connard greedy, comment on dit, avide. Et finalement, j'ai dénoncé tous mes potes. Et tout au long du film, on nous montre que c'est quelqu'un qui, finalement, a construit un château de cartes et qu'il a lui-même mis le feu au château de cartes, quoi. Et les drogues en font partie. Tu parles d'hédonisme et de carpe diem, on a plutôt l'impression que c'est après moi le déluge, quoi. C'est vraiment... il pense pas aux conséquences, voilà, et à son entourage. Alors que ça... le carpe diem, je le pensais dans l'esprit profiter du moment présent, et lui, en fait, dans leur idée, ils profitent à chaque fois des instants en se droguant, en essayant d'être toujours encore plus défoncés à un instant donné. Donc, ils sont dans... Mais est-ce que c'est pas fuir le présent de se droguer? Non, mais... C'est altérer le présent, justement, et de sortir du ici et maintenant. Donc, du coup, ouais, c'est très ambigu. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Mais aujourd'hui, les gens, par exemple, si tu prends en soirée, il y a beaucoup de gens vont se
potentiellement vont se droguer, et pourtant ils vont pas fuir l'instant présent, ils vont vouloir juste être dans l'instant présent en étant en plus sous l'emprise de stupéfiants. Tu vois, il y a toujours cette idée d'être là, mais d'être là en plus sous substance, et lui, en fait, dans le film, il est toujours à la recherche, en fait, de profiter le plus de sa défonce, quoi, dans l'instant. Donc c'est dans ce côté-là que je disais Carpe Diem. Après, c'est pas du tout le côté poétique. Non, je sais bien, mais quand il est sur le point de mourir, c'est la première chose qu'il pense, c'est je veux pas mourir à jeun. Donc c'est une échappatoire quand même. C'est pas. Oui, c'est vrai qu'il lui dit je veux pas mourir à jeun. Cette phase-là, elle montre que de toute façon, oui, quoi qu'il arrive, il veut tout le temps être défoncé. Donc encore plus le moment où il devrait. Ou ne pas voir venir sa mort. Ou en tout cas, oui, c'est un échappatoire, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, il est dans ce besoin toujours, selon lui, hein, encore une fois, hein, c'est selon sa mentalité, mais de se dire il profitera toujours plus des moments s'il consomme des drogues, quand même. Parce que c'est ça, sinon, je pense pas qu'il en consommera autant. On va passer au bonus de l'entretien. Ah oui, Ouais. c'est vrai, il y a encore les bonus. Il y a encore les bonus, bah oui. C'est pour ça Il y a encore les bonus. Les bonus vont être rapides. Donc, c'est la première question, c'est une série ou un livre ou une BD ou une chanson qui parle de drogue que vous avez en tout cas dans vos références. Akira. Ok. C'est pas la même édition. Non, c'est la nouvelle édition. Ah, moi, moi, je suis un vrai, j'ai la vieille. Ouais, bah, Akira, il y a tous les bikers qui se droguent. Donc, comme dans les conditions que tu nous as données pour citer quelque chose, il fallait pas forcément que ce soit totalement au cœur de l'intrigue, mais que ce soit un des éléments de l'intrigue. Je considère que Akira, c'est quand même au cœur de l'intrigue aussi. Tetsuo. C'est au cœur de l'intrigue, je suis d'accord, c'est un chef-d'œuvre. À la fin, il est sur une montagne de pilules et de médicaments et tout ça. Enfin, il accumule son trésor et il en bouffe par poignée. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs degrés justement d'addiction. Au début, il y a ce côté récréatif dont tu parles, et puis après, au moment de l'apocalypse et après l'apocalypse, ça devient quelque chose d'essentiel. Donc oui, c'est vraiment au centre. Donc bah oui, bien joué TN, j'avais pas pensé et voilà. Et ça fait une réponse pour le prix de 2. Voilà. Et donc du coup, ça veut dire quoi une réponse pour le prix de 2? Non, en fait, c'est 2 réponses pour le prix d'une. 2 réponses pour le prix de 2. Et du coup, la deuxième question, donc là, bah, ça va être chacun, vous allez pouvoir répondre. Hein. C'est le stupéfiant, donc c'est votre film qui parle de drogue préférée, quoi. Enfin, qui parle de la drogue préférée. Moi, celui que j'ai noté, en fait, je suis pas très friand des films qui parlent de la drogue. Je vais pas te citer Requiem for a Dream ou des choses comme ça, mais j'aime bien que ça intervienne. Moi, il y a un film, c'est À bord du Darjeeling Limited de Wes Anderson. En fait, il y a à peu près le même duo que dans Le Loup de Wall Street. Je crois que c'est Jason Schwartzman et le blond qui est tout le temps dans les films de Wes Anderson, qui va jouer dans Loki. Owen Wilson. Owen Wilson. Ils sont à bord du train et ils ont amené toute une pharmacie et ils essayent de se shooter à n'importe quoi. Donc, il y a un petit peu les mêmes trucs. Ils détournent les médicaments et il y a surtout un sirop pour la toux à la codéine ou un truc comme ça. Ils sont obligés d'en prendre beaucoup pour être un peu sonnés et voilà, ils essayent de se shooter avec plein de trucs. Et c'est aussi source de comédie et voilà, c'est un film que j'aime bien.
Est-ce que ça t'a laissé le temps de réfléchir, TN? Ouais, mais non, en fait, je suis un peu bloqué là. Parce que effectivement, les films qui parlent de drogue, j'aime bien un Trainspotting par exemple, mais c'est vrai que le côté mise en scène un petit peu psychédélique, en fait, je veux dire Trainspotting. Non, mais parce que ça m'avait parfaitement plu à l'époque, mais c'est vrai qu'entre-temps, j'ai vu plein de films où les gimmicks que j'ai vus là, que ce soit dans les films antérieurs ou postérieurs, on les voit beaucoup. Mais c'est quand même pas mal. Il y a la scène où ils descendent dans le chiotte quand même, qui est assez somptueuse. Celle-là, elle est mémorable. Qui fait le fait tourner? Écoute, moi j'en ai un. Vas-y. Tu peux faire tourner un bouquin, ce que tu veux. Ça, c'est le 5e volume des Cahiers d'Esther de Riyad Sattouf et c'est bientôt le 10 juin. Donc, vous pouvez déjà commencer à économiser ou à vous impatienter puisque le numéro 6 est en approche. C'est ça, le numéro 6. Et Riyad Sattouf, je ne sais pas si tu connais ça, Non, je Rodolphe. connais pas. Il suit depuis l'année de ses 10 ans une jeune fille qui s'appelle Esther et qui lui raconte ce qui se passe au lycée, dans sa vie de famille, etc. Et il illustre avec son talent habituel qu'il nous a fait connaître dans ses BD précédentes. Il y a beaucoup d'humour, c'est vachement intéressant. Ça permet de voir un petit peu ce qu'il y a dans la tête des jeunes et avec l'évolution, puisqu'il y a eu 10 ans, 11 ans, 12 ans, etc. et que ça continue. Je crois qu'il va aller jusqu'à 18. C'est excellent. C'est une expérience sociologique. C'est drôle, c'est intéressant et éducatif. Donc, je vous conseille les Cahiers d'Esther. Alors moi, pour rester un peu dans le thème, du coup, le Subutex, donc... ce qui permet de remplacer la drogue quand on est en sevrage. Donc, ça s'appelle Vernon Subutex. À la base, c'est un roman de Virginie Despentes. Et là, c'est dessiné par Luz. Donc, c'est un roman excellent, un roman choral. Il y a vraiment beaucoup de personnages. Ils sont tous... on aborde leur point de vue à chacun. Il y a eu une série avec Romain Duris qui est pas bonne du tout, mais cette adaptation en BD est vraiment chouette. Donc je vous la conseille. Vernon Subutex, Despentes et Luz. Voilà. Ok. Eh ben, merci messieurs, en tout cas, pour cet entretien qui était... merci à toi. Merci de sympa. nous avoir reçus. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis dans cet entretien qui était sur le Loup de Wall Street, qui est en tout cas un film que moi j'ai très apprécié. Et bonne continuation, longue vie à Querelle. Et abonnez-vous. Allez, vas-y, pas cool, abonne-toi.